Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon blockbuster de l'été, et ben ce ne sera pas au cinéma, ce sera sur Netflix, et ça s'appelle Stranger Things 3. Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Stranger Things saison 3, sortie sur Netflix cette semaine. Alors c'est fabuleux Stranger Things parce que voilà, c'est ce que je disais en intro quoi. Ça remplace en fait le blockbuster traditionnel de l'été. Blockbuster qu'on n'a plus depuis des années, hein, parce que tu vas pas me dire que Le Roi Lion qui va sortir là en juillet, ça constitue le blockbuster de l'été. Un film copié-collé sur un dessin animé ultra connu, ou alors l'énième Marvel, mais des Marvel qu'on a quasiment toute l'année, donc c'est même plus une surprise. Et puis en plus, ça sort même pas en été. Non, Stranger Things, ça sent vraiment le blockbuster de l'été. Voilà. Pourtant, paradoxalement, ça surfe aussi sur la nostalgie, puisque tout se passe dans les années 80. Et en plus que c'est un truc ultra référencé, mais n'empêche que t'as un espèce de vent de fraîcheur qui arrive quand tu as fini cette saison 3, mais qui est extraordinaire, qui est inespéré. On n'a plus l'habitude de voir ça en fait. Mais ça forcément, quand tu soignes ton univers, quand tu soignes tes personnages, bah ouais, ça donne un gros bon blockbuster comme tu avais l'occasion d'en voir plein en fait, soit dans les années 80, même 90 bien sûr. Mais waouh, ça fait vraiment du bien quoi. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas tout de suite spoiler, je vous rassure tout de suite, je vous dirai au moment où je spoil, là pour l'instant c'est bon, vous pouvez rester. Alors évidemment, ce qui est fabuleux avec Stranger Things, c'est cette faculté, cette facilité déconcertante à recréer l'ambiance des années 80. Et évidemment, ça se joue pas qu'au niveau des décors qui sont fabuleux, des vêtements, des coiffures et tout ça, mais surtout ce qu'ont su capter les auteurs, c'est cette alchimie entre les personnages typiques des films des années 80. Et même pas que ça, ils ont su capter surtout la candeur des années 80, l'innocence des années 80. Bon, moi c'est vrai que c'est une période que j'ai connue pour le coup, puisque au moment où se passe la saison 3 de Stranger Things, on est en 1985. Moi, à l'époque, j'avais 10 ans. Et il y avait cette candeur, cette innocence, on avait l'impression de découvrir tout ce qui nous tombait dessus, parce qu'on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, parce que Internet n'existait pas. Et je trouve que au-delà de la production design de la série, qui est fabuleuse, bah, les auteurs ont su capter cette ère-là, cette ère des années 80, notamment, évidemment, avec les dialogues des différents protagonistes, qui sont toujours dans l'urgence, qui sont dans l'innocence pure. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que Stranger Things, on est obligé de la situer dans les années 80? Pourquoi on ne pourrait pas la situer en 2019? Et finalement, c'est en regardant cette saison 3 que j'ai compris. C'est-à-dire que, en gros, on ne pourrait pas prendre les mêmes gosses et les mettre en 2019. Ils n'auraient pas la même dynamique. On pourrait mettre des gamins au sein d'une histoire fantastique comme ça, oui, en 2019, mais sauf que l'alchimie ne serait pas la même, on n'aurait pas cette innocence. Là, maintenant, les adolescents de maintenant, et on peut le voir même dans le dernier Marvel que j'ai critiqué, hein, le Spider-Man Far From Home, les adolescents sont beaucoup plus, pas cyniques, hein, je ne vais pas aller jusque-là, mais ils sont beaucoup moins innocents que nous, on était dans les années 80, ils sont à même de découvrir énormément de choses, c'est-à-dire d'être en avance même sur des choses où nous, à l'époque, dans les années 80, on était complètement à la bourre, on découvrait les choses comme ça, et eux ont cette possibilité bah, d'avoir un temps d'avance, en fait, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y a moins cette innocence maintenant dans les adolescents de maintenant. Et puis, les mentalités changent, le monde évolue aussi. Donc, je me dis que finalement, la grande force du truc, c'est, par rapport à Stranger Things, c'est justement on veut recapter cette ambiance innocente avec des gamins qui découvrent les choses comme nous on les découvrait dans les années 80, il n'y a pas d'autre choix justement que de situer cette action dans les années 80. Et puisque je parlais des décors, les décorateurs de la série ont carrément reconstitué de l'intérieur du Gwyneth Place Mall, un centre qui avait été bâti en 1983 à Duluth dans le Minnesota. Et oui, parce que dans cette saison 3 de Stranger Things, tout va s'axer autour d'un centre commercial. Je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu cette saison 3, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans un centre commercial de cette époque, quoi. C'est indéniable et on sent vraiment l'amour de la reconstitution de cette époque-là. Et au-delà, effectivement, de la connaissance des films cités, hein, parce que Stranger Things s'en est jamais caché, c'est énormément de références à des films. Bah, si tu veux, il ne s'agit pas de connaître les films et de te les remettre, quoi. Il s'agit vraiment de les digérer, de savoir de quoi on parle et de pouvoir, oui, te les rebalancer dans un nouvel univers.
Et c'est là toute la force de cette série depuis le début. Parce que c'est vrai que moi, vous me connaissez, hein, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, moi je suis archi contre les reboots 30 ans après, qu'on touche à Ghostbusters, qu'on touche à Retour vers le futur. Je pense que justement on ne peut pas refaire des choses qui ont été faites à un moment donné parce qu'elles appartiennent justement à ce moment, et que Ghostbusters pour moi c'est un film qui est ancré dans son époque, c'est-à-dire 84, Retour vers le futur pareil, et tu ne peux pas le refaire 30 ans après. Pour moi, c'est voué à l'échec. Mais par contre, ce qu'ont compris les auteurs, les Duffer Brothers et Netflix, c'est qu'on peut, oui, remettre une histoire fantastique, mais dans un contexte différent, c'est-à-dire les années 80, parce que ça appartenait à cette époque-là. La candeur qu'on a envie de dépeindre appartenait à cette époque. Et tu ne peux pas la transposer en 2019. Et en plus, ils inventent un nouvel univers. Alors, on pourrait dire que, oui, l'entreprise est cynique, parce que tu comprends, on sort sur de la nostalgie, mais j'ai envie de dire qu'ils le font tellement bien, et puis surtout, ils inventent de nouveaux personnages, ils inventent une nouvelle ville. Alors oui, tu peux te dire, ouais, mais ça fait penser aux Goonies, ça fait penser à Carpenter et tout ça. Oui, d'accord. Moi, je suis pas contre que les œuvres soient référencées, mais à condition que tu m'apportes un nouvel univers, des nouveaux personnages, des nouvelles situations, des trucs que j'ai pas vus. Si tu me refais Ghostbusters 30 ans après, avec les personnages qu'on vieillit ou je ne sais quoi, ou alors essayer de m'inventer des nouveaux personnages, mais dans le même univers en prenant la même musique qu'on a entendue il y a 30 ans, pour moi ça ne marche pas. Invente-moi quelque chose de nouveau. Si tu as envie de surfer sur les années 80, fais-le, mais invente-moi un nouvel univers. Et moi, à partir de là, je ne suis pas contre. Et quand on voit la façon dont c'est fait par rapport à Stranger Things, moi, franchement, je peux pas bouder mon plaisir. Je me dis au contraire, non seulement je revis l'époque que j'ai vécue moi, personnellement, quand j'étais enfant, et en plus, j'ai le droit à une nouvelle histoire, à de nouveaux personnages. Ils sont super attachants, ils sont super bien écrits. Pourquoi je vais aller bouder mon plaisir? Et alors, ça va même jusqu'au carton de présentation par rapport à Stranger Things. C'est-à-dire que dans la saison 2, ça s'appelle Stranger Things 2. Dans la 3, Stranger Things 3. C'est-à-dire que dans les séries, on n'a pas l'habitude justement de voir des 2, des 3, des 4. Quand Breaking Bad commence la saison 2, on n'a pas Breaking Bad 2. On a Breaking Bad. Là, il y a cette accentuation en fait sur le fait que on va plus voir un film découpé en 8 épisodes qu'une véritable série. Et je pense que Stranger Things doit se regarder comme ça, justement. Parce que c'est pas une série qui va se terminer à chaque épisode en cliffhanger de dingue et tu te dis, oh là là, j'ai une semaine à attendre tellement que cliffhanger est insupportable, ça va être dingue. Non, là, c'est en fait les cliffhangers, il n'y a pas vraiment de cliffhanger, ça s'arrête à des moments donnés, parce que les épisodes doivent durer 1 heure, et hop, ça reprend tout de suite après. Et si tu veux, pour moi, Stranger Things, c'est toujours regardé comme ça. Comme un film que tu découpes en 10 épisodes, ou là, dans la saison 3, en 8 épisodes, et je trouve que ça fonctionne pour le coup très bien comme ça, et c'est pour ça que dans le générique, ça m'interpelle toujours quand je vois Stranger Things 2, ou alors 3, parce que ça rappelle aussi, évidemment, les suites, hein, les nombreuses suites de sagas qu'il y avait, évidemment, dans les années 80, et qu'on annonçait au cinéma. Alors mine de rien, cette série bâtit sa propre mythologie en se servant évidemment du personnage central, c'est-à-dire Elf, en mettant en parallèle tout le monde qui va la suivre et le monde dont elle est encore un petit peu dépendante, d'où elle vient, et puis en faisant des recoupements avec la saison 1 et la saison 2. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais vu Stranger Things, il ne faut vraiment pas commencer par la saison 3, je vous le dis tout de suite, il faut vraiment commencer depuis le début parce que tu as vraiment une véritable, pour le coup, là, une véritable mythologie qui s'est bâtie au fur et à mesure des saisons, où dans la saison 3, on va reparler de beaucoup d'événements de la saison 2, on va revenir sur le passé de Elf et tout ça. Donc c'est quand même super important de bien voir tout dans l'ordre, et j'ai l'impression que là, Stranger Things est vraiment construite comme une véritable trilogie de cinéma, quoi. Alors cette saison, elle est extraordinaire, et pour rien vous cacher, c'est peut-être celle que je préfère. J'aime beaucoup la saison 1 parce qu'on gagne énormément en mystère, en installation en fait d'ambiance. Là, on perd un peu de ce côté-là, même si quand même la série met un petit peu de temps à démarrer dans cette saison, mais aussi c'est pour instaurer l'ambiance. Mais là où on perd en mystère, on gagne vraiment en efficacité, en action, en horreur, en fantastique. Cette saison va pousser tout ce qu'elle a mis en place dans la première et dans la deuxième, mais elle va le mettre ici, quoi. C'est-à-dire que ils vont se lâcher comme jamais. J'irai pas jusqu'à dire que cette saison 3 est gore, faut peut-être pas exagérer, mais on en est quand même des fois pas loin, quoi. C'est vraiment de l'horreur pure. On est évidemment dans l'hommage à Carpenter, on est dans l'hommage à Stephen King, à Spielberg et tout ça. Cette saison est assez frappante et paradoxale parce qu'on va mettre énormément d'humour aussi. Alors ça, je sais pas comment ils ont fait pour mélanger autant d'humour, parce que j'ai l'impression qu'il y en a même plus que dans la première saison et dans la deuxième saison. Autant d'humour et autant d'horreur. Je trouve ça extraordinaire. Alors là, c'est le savant mélange. Les mecs sont vraiment très très habiles. Et quand je parle d'humour, attention,
c'est pas l'humour clin d'œil comme on voit dans beaucoup de films en ce moment, tu sais, où le mec se pose, où c'est très calme, et puis d'un seul coup, t'as l'impression qu'il fait un clin d'œil au spectateur et qu'il te met un panneau en face de toi et qu'il te dit « Allez, là, tu dois rire parce que je t'ai sorti une super vanne. » Non, Stranger Things, ça va évidemment pas jouer là-dessus. Stranger Things, l'humour, il est comme dans les films des années 80, en gros. C'est-à-dire que c'est un humour qui va jouer soit dans le feu de l'action avec les personnages, donc toi, tu vas être là, ils vont sortir 2-3 vannes, mais t'as même pas le temps de rigoler parce qu'ils sont dans une action incroyable, donc toi, pareil, t'esquisses un sourire, et hop, tu pars en action avec eux. Ou alors, ça va être de l'humour, où ils vont s'envoyer des punchlines et tout ça, mais entre eux, où toi, tu vas te marrer avec eux comme si c'était ta bande de potes. Et non pas en ayant pris une distance en tant que spectateur et de te dire, alors attends, là, t'as vu, ils m'ont sorti une bonne vanne, ah, vite, il faut que je rie. Parce que le réalisateur m'aura dit de le faire. Non, en fait, dans Stranger Things, on te dit pas. Et il n'y a pas forcément de clin d'œil, il n'y a pas de rire forcé. C'est là où est toute la différence entre l'humour de Stranger Things qui rappelle vraiment, je le répète, les films des années 80 et certains blockbusters d'action de maintenant qui se veulent très drôles mais qui ne le sont pas parce que rire forcé. Alors maintenant je vais commencer un petit peu à rentrer dans les spoilers, donc ceux qui n'ont pas vu cette saison, bah, courez la voir, 8 épisodes, vous enchaînez tout ça et vous reviendrez me voir après une fois que vous l'aurez vu. Parce que là, tout de suite, on va spoiler. Alors, dans cette saison 3, il y a plusieurs arcs qui vont se dessiner. Parce que la bande va être totalement éclatée. En fait, la bande qui est officiée ensemble, un petit peu dans la première et dans la deuxième saison, va être séparée. Et c'est justifié du fait que, bah, déjà, les enfants grandissent. Et puis, il y a un peu le sexe qui commence un petit peu à les travailler, quoi, les sentiments amoureux et tout ça, et ça se sent réellement. Notamment, il y a cette histoire d'amour naissante entre Mike et Elf, hein, qui était sous-entendue depuis un petit moment, donc là maintenant qui va vraiment commencer à se concrétiser. Donc tout ça va un petit peu éclater la bande de potes, et on va se retrouver, nous en tant que spectateurs, avec plusieurs arcs différents qui vont progresser tout au long de la série. Moi, je vous le dis très franchement, j'ai aimé quasiment tous les arcs narratifs des différents personnages, même quand ils sont pas ensemble, ils sont tous passionnants, et pour le coup, ils n'ont pas fait l'erreur qu'il y avait eu dans la saison 2, c'est-à-dire à bâcler le personnage de Nancy et son petit ami. Dans la saison 2, c'était très très bâclé, hein, on les voyait quasiment pas et c'était pas très très intéressant, on avait l'impression que les auteurs savaient pas trop quoi en faire. Là, ils sont remis vraiment au premier plan, hein, quasiment au premier plan, et c'est vraiment intéressant toute leur enquête et tout ça, et ça amène aussi de l'horreur, ça amène du fantastique. En fait, le seul reproche que je pourrais faire au niveau des arcs de personnages, c'est le duo, le tandem entre Winona Ryder et Hopper, que je trouve moins fort quand même, qui met du temps à se mettre en place, c'est-à-dire que bon, on a compris la tension amoureuse et sexuelle qui se met en place entre deux et c'est plutôt bien, mais ça met beaucoup de temps, et puis des fois on insiste un peu justement sur le côté humour qui est sympa, mais je trouve qu'il casse un peu le rythme général de la série. C'est-à-dire que leur enquête est bien, mais à des moments on va se retrouver avec eux puis on se dit bon alors là ça on va passer quoi 20 minutes sur eux, un quart d'heure, je pense que ça va être un peu long et c'est dommage, cet arc là je trouve qu'il est moins bien géré que les arcs des autres personnages. C'est pas une catastrophe, mais je trouve que ça ralentit un petit peu le rythme de la série. Alors le personnage de Elf est évidemment encore super intéressant, hein. Tu sens que les auteurs ont peut-être même créé Stranger Things pour ça, hein, pour ce personnage. L'actrice qui l'interprète est vraiment toujours superbe, et en plus l'actrice qui l'interprète peut jouer sur une dualité super intéressante, c'est-à-dire le résultat pur d'une expérience et une espèce de mutante, en même temps qu'une fille qui veut devenir humaine, qui découvre ses sentiments et qui va essayer de vivre sa relation avec Mike comme elle peut. Alors elle est amoureuse, après elle va commencer à le plaquer parce qu'elle pense que Mike ne veut plus sortir avec elle, etc. Donc il y a tout un truc teen movie qui se dessine aussi à travers ces scènes et à travers ce personnage. Donc ça lui donne vraiment une dualité du coup super intéressante, super touchante, quoi. Elle est vraiment géniale. Moi j'adore ce personnage et je pense que beaucoup de gens aiment aussi ce personnage parce que les auteurs ont su comment la bosser tout au long des saisons, la faire évoluer, etc. Et là, on a vraiment de véritables évolutions qui s'opèrent dans cette saison 3 par rapport à son personnage, et franchement, c'est un des personnages les plus réussis de la série, quoi. Alors évidemment, il y a des scènes super inquiétantes hein, dans cette saison, notamment toutes les scènes avec Billy au départ, qui joue un peu les beaux gosses et tout ça, et qui va vite se retrouver au centre des débats, hein, puisqu'il va être le pantin en fait du flagelleur mental. Et c'est absolument génial parce que ça va entraîner des séquences horrifiques, mais alors
pour moi, j'en vois plus, quoi. Très clairement, quoi. Vraiment, il y a des séquences qui font vraiment, vraiment flipper dans la pénombre. T'as beaucoup de scènes où Billy est totalement possédé, où on voit carrément l'armée du flagelleur mental comme ça avancer dans la pénombre, c'est super flippant. T'as la scène à la fin de la saison 4 où t'as une grosse baston entre Billy et Elf qui vont se bastonner dans un sauna et tout ça, c'est mais incroyable. Des séquences mais supra-horrifique dans un hôpital, je crois que ça se joue autour de l'épisode 5, quand tu as Nancy qui est poursuivie par le flagelleur mental et tout ça, l'espèce de grosse créature composée d'humains. Il y a un côté Blob, c'est un film fin des années 80, qui a déjà un remake d'un film, je crois, des années 50, avec une espèce de matière rampante et tout dégueulasse, qui vient se greffer à cette créature. C'est super impressionnant. Là, on va vraiment dans le pur film d'horreur, avec même des effets spéciaux à l'ancienne, en mélangeant des CGI de maintenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression là d'une créature hyper palpable, cette espèce d'arachnide horrible. On a vraiment l'impression, comme quand on voyait par exemple la mouche de Cronenberg dans les années 80, qu'on pouvait, tu sais, toucher cette matière et ressentir presque le côté organique dégueulasse de cette créature. C'est là où c'est très très fort, et que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les auteurs ont vraiment bien digéré les références. C'est une saison qui mélange horreur, qui mélange même actionneur des années 80, c'est incroyable. T'as des séquences, on dirait Terminator 1 avec Schwarzenegger, à travers le personnage du Russe. Avec sa grosse mitraillette, où t'as carrément, c'est filmé comme Terminator 1, avec en contre-plongée, avec le mec qui regarde à droite, à gauche, etc., comme Schwarzenegger. C'est assez impressionnant cette volonté de revenir à ce cinéma-là. Je pense que les auteurs aiment beaucoup plus le cinéma fantastique, soit de Spielberg ou de Carpenter, que celui de Schwarzenegger actionneur, mais ils s'en donnent à cœur joie dans ces scènes-là et c'est super jouissif, quoi. Alors évidemment, dans cette saison, il y a toute une histoire avec les Russes, on est en pleine guerre froide, on est dans les années 80, les Américains totalement paranoïaques par rapport à la menace communiste et tout ça, donc on va énormément jouer là-dessus. On va mettre quand même un personnage de Russe sympa, parce qu'il faudrait pas non plus dire que tous les Russes sont des salopards, donc on met en avant quand même ce petit personnage qui malheureusement se fera tuer en fin de saison. Mais c'est vrai que là on remet ce qui était le cœur des États-Unis dans les années 80, c'est-à-dire cette fameuse guerre froide. Donc on va jouer là-dessus avec les Russes qui veulent absolument ouvrir la faille et nos héros américains qui veulent eux la refermer et détruire définitivement le flagelleur mental. Alors il y a la relation entre Steve et la fille Robin que j'ai beaucoup aimé. Robin, je crois qu'on la voyait pas dans les autres saisons, la fille du Matterman d'ailleurs. Et j'ai trouvé cette relation très sympa. Ça adoucit totalement donc le personnage de Steve. Au début j'avais un petit peu peur, parce qu'il faut quand même se rappeler que dans la première saison, Steve était un peu le tombeur du lycée, le mec qui sortait avec Nancy, qui se la racontait, qui se la jouait, etc. Là, on a quand même l'impression d'un espèce de bouffon au début de saison. Et finalement, je trouve que son évolution de caractérisation de personnage marche plutôt bien du fait qu'il est associé justement à cette jeune fille. Et je trouve que leur relation marche bien. Il y a toute une séquence où ils sont coincés dans le bunker russe, là, sous le centre commercial, où ils sont attachés, et t'as là l'impression de lâcher un petit peu l'aspect aventure et fantastique de Stranger Things, et là on revient dans le teen drama, quoi, où ils se racontent leurs amourettes, leurs trucs, les sentiments non avoués et tout ça. Et en fait cette saison 3, c'est là où c'est très très bon, c'est que ça va alterner, voilà, entre le fantastique, l'horreur, le teen movie. C'est des choses qu'on voit très rarement, quoi, même dans les films des années 80, quoi. Je veux dire, on le voyait par exemple dans un film comme Retour vers le futur, où effectivement c'était axé sur le film d'adolescent et le film de science-fiction, mais c'est rare en général de voir ça. Et là, très clairement, ils ont bien balancé entre ces différents thèmes, et ils l'ont quand même très très bien fait, et ça marche bien parce qu'on a des scènes du coup où les personnages sont bien exploités, où on quitte un peu l'aventure qui va à tambour battant, quoi, qui est vraiment sur des rails, et c'est une sacrée montagne russe émotionnelle. Puis des fois, on va lâcher un petit peu ça, et puis on va s'attarder sur les personnages, on les creuse. C'est aussi ça la force de Stranger Things, c'est pour ça que moi j'adore. Et puis évidemment arrive le fameux clin d'œil à Retour vers le futur. Il faut pas oublier que cette saison 3 se passe en 1985. Moi je disais à mon entourage avant de regarder cette saison 3 qu'il fallait faire une référence, au moins un clin d'œil à Retour vers le futur, film emblématique de cette année-là, que même moi j'ai pu voir en salle à l'époque. Et c'est vrai qu'on a un petit clin d'œil d'ailleurs dans la saison où tu as 3 ou 4 personnages
qui débarque dans la salle. Qu'est-ce que regardent les gens? Retour à le futur, le début du film, où Doc présente la DeLorean à Marty. Et le truc, c'est que si tu regardes même en VF la série, tu auras donc le vrai doublage de Retour à le futur au moment où les spectateurs le regardent en salle. Et alors, ce qui est super amusant, c'est qu'ils ont tous la banane comme ça, le sourire aux lèvres. On était comme ça hein, quand on regardait Retour à le futur. C'est vrai que quand tu vois un film pareil en salle, c'est une expérience sacrément bluffante. Et c'est vrai que là aussi, les auteurs, les réalisateurs recréent cette ambiance quand les gens regardaient Retour à le futur pour la première fois de leur vie. Et on voit qu'en salle 1, ils jouent Retour à le futur 1. Et en salle 2, Cocoon, aussi un film de 1985. Donc ça, c'est plutôt amusant, ces petits clins d'œil comme ça à Retour à le futur. On pouvait pas passer à côté, surtout quand on recrée une série qui se passe en 1985. Cette saison 3 de Stranger Things, elle est blindée de références cinématographiques. Donc, j'ai cité Cameron, Carpenter, même Cronenberg aussi, Spielberg, n'en parlons pas. Il y a aussi à un moment une référence à l'Histoire sans fin, film qui est sorti un an avant, en 1984, où à un moment donné, bon, t'as un personnage un petit peu sorti de nulle part, une amie qui s'appelle Sally, c'est elle qui va résoudre, en gros, toute l'intrigue de la saison, en donnant le résultat d'un code. Elle exige du personnage en question qu'elle lui chante la chanson de l'Histoire sans fin. Chanson géniale, emblématique hein, de cette année-là, puisque c'est le générique hein, de l'Histoire sans fin, et musique composée à l'époque par Giorgio Moroder. Et donc c'est un moment super amusant où t'as les deux enfants qui se chantent cette chanson, et en même temps de suivre les péripéties des autres protagonistes qui se font poursuivre par les créatures, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible. Ça met un peu de légèreté, si tu veux, dans toutes ces péripéties avec tous les personnages qui se font poursuivre par les créatures, etc. C'est plutôt amusant, mais heureusement, ça désamorce pas non plus l'intensité dramatique du truc, quoi. Et puis arrive ce final super émouvant. Vraiment, et j'insiste, c'est très très émouvant puisque bah, les protagonistes, les différents protagonistes à la fin de leurs aventures, 3 mois après, vont se séparer, vont prendre des chemins différents. Il y a toute la famille de Winona Ryder qui déménage et qui emporte du coup Elf avec elle puisque Hooper se sacrifie, il meurt. Et puis on a le droit aussi à une scène post-générique dans cette saison 3, on voit un camp en Russie où ils ont réussi à capturer un Démogorgone, il est encore là. Est-ce que ils vont s'en servir pour remettre une saison 4? Pourquoi pas? Je suis pas forcément pour, moi, personnellement, une saison 4. Je trouve que là, quelque part, on a une trilogie, hein, si on enlève cette scène post-générique. On a là vraiment, pour moi, une trilogie comme on serait allé la voir au ciné. Je serais pas contre non plus d'avoir une saison 4 parce que j'aime tellement l'univers, j'aime tellement les personnages, ils sont terriblement attachants. On finit vraiment par s'attacher par toute cette petite bande que à la limite je dirais pas non pour une quatrième, vraiment. Si ça s'essoufflait, après voilà, faut que ça s'arrête. Mais là je trouve que pourquoi pas, il y aurait peut-être matière allez, à en faire une quatrième, même si je trouve que là il y a une belle conclusion. Mais ça on verra au fur et à mesure de cette année, suivant les annonces que fera Netflix et aussi les auteurs du show, à savoir s'il y aura une saison 4. J'avais même envie presque que cette saison 3 dure allez, un petit peu plus longtemps, histoire de prolonger le kiff de cet univers. Mais au moins, ils ont pu faire tenir leur saison en 8 épisodes. C'est sacrément dantesque. Le final avec la créature est absolument génial dans le centre commercial. Une référence à George Romero avec les films sur les morts vivants. Mais c'est vrai que y a des scènes mais absolument dignes d'un blockbuster hollywoodien. Et c'est pour ça que j'insiste. Pour moi, Stranger Things saison 3, pour moi, ce sera vraiment le blockbuster de l'été, mais alors sans problème. Pour ceux qui ont lâché au cours de la saison 2 parce qu'elle était un petit peu en dessous, continuez la saison 2, enchaînez-vous la saison 3, je vous promets que la saison 3 est bien au-dessus. Moi, j'ai bien aimé la 2, mais franchement, la 3 est clairement un cran au-dessus. Ils assument leur côté horrifique, fantastique à mort. Ils poussent tout à fond, les personnages, l'émotion, le spectaculaire. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 3. Si vous attendez éventuellement une 4e saison, vous avez aussi 2 liens pour soutenir la chaîne. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour une prochaine vidéo. Ciao!